Je pense que la plupart des gens me connaissent. Régent Thériault, je suis l'ex. On dit ça des fois, des divorces, ça. Tout de suite, je vous précise que je n'ai pas de rôle officiel dans l'équipe de David. Je suis citoyen de la circonscription, ce qui me donne une certaine liberté de ne pas avoir un rôle officiel. Alors, c'est possible que je commette encore des écrits, et je suis très à l'aise de commettre des écrits parce que je n'ai pas de rôle officiel dans l'équipe de David. Mais vous comprenez que je ne voterai pas NPD. C'est épouvantable de dire ça à la caméra. Mais évidemment, il n'y a pas personne qui va être surpris d'apprendre ça. On fait ça ici parce que c'est comme encore l'été, on en profite. On veut prolonger. C'est pas parce qu'on n'a pas de bureau, hein? Il y en a un sur la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. On n'a pas voulu faire aussi une rencontre avec plein de libéraux qui applaudissent, puis bon, tout ça, c'est pas ça. C'est une rencontre vraiment qui est pour vous autres, les journalistes. David, je l'ai connu il y a quelques mois. J'ai appris à le connaître et c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est très travailleur, qui est intelligent, c'est clair, puis qui veut. Et quand j'ai vu tout ça, moi, là, j'étais d'accord pour lui apporter mon aide sur certains dossiers précis. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous autres aujourd'hui. Évidemment, c'est lui qui va parler, c'est pas moi, là. Je travaille de me tasser, il n'y a pas peur, là. On a remis, ou on va remettre, je ne sais pas si on l'a fait encore, des clés USB, on a remis aux journalistes. Alors, prenez des notes pareilles, là, mais vous allez quand même avoir pas mal de stock dans vos affaires. Il y aura à la fin une période de questions. Bar ouvert. Si vous voulez poser des questions jusqu'à 2 heures, il est libre. Il n'y a pas de problème. Alors, sans plus tarder, je vous présente celui qui veut faire les choses différemment. David. Alors, bon matin à tous et à toutes. Premièrement, merci à vous d'être ici ce matin. C'est une belle journée. Comme Régent le mentionnait, on s'installe à l'extérieur pour profiter de ce qui nous reste d'été maintenant qu'il est arrivé. Port-Neuf-Jacques-Cartier, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes heureux et heureuse, mais moi, je suis heureux dans cet environnement-là qui est le mien, qui est le nôtre. L'environnement dans lequel j'habite, l'environnement dans lequel je travaille, puis l'environnement où j'ai envie de faire les choses différemment. Donc, merci à vous d'être ici. Merci aussi à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui nous accueille. Ça travaille très fort en arrière. Vous voyez, c'est pas juste du plaisir, hein, Port-Neuf-Jacques-Cartier. C'est à la fois du plaisir et beaucoup de travail. On est ici devant la rivière Jacques-Cartier pour un certain nombre de raisons. D'abord, la rivière Jacques-Cartier, pour moi, fait le lien physique entre Port-Neuf, entre la MRC de Port-Neuf et la Jacques-Cartier, la MRC de la Jacques-Cartier. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. Il y a également un beau lien fluvial entre la MRC de Port-Neuf et Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, moi, je vois une belle homogénéité dans la circonscription de Port-Neuf-Jacques-Cartier et surtout, je vois tellement d'opportunités. D'un point de vue un peu plus personnel, c'est ici que je fais du vélo, souvent. Je vais me stationner à Pont-Rouge, puis je fais un aller-retour en vélo. Donc, c'est un endroit que je connais bien, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Puis, je suis pas seul. Justin Trudeau est venu nous voir à plusieurs reprises dans la région de Québec dans les derniers mois, les dernières années. Puis, lorsqu'il est venu à Pont-Rouge, sur le bord de la Jacques-Cartier, il m'a laissé savoir qu'un jour, il reviendrait, mais sans complet. Il reviendrait avec ses kayaks et toute sa petite famille. Cette journée-là, j'espère être là pour l'accueillir en tant que député de Port-Neuf-Jacques-Cartier. Donc, je suis David Gauvin, je suis le candidat libéral dans Port-Neuf-Jacques-Cartier pour l'élection de 2015. Très humblement, si je puis me permettre une brève présentation, professionnellement, je suis ingénieur depuis presque 10 ans maintenant. Depuis un petit peu plus longtemps, je suis réserviste des Forces canadiennes, lieutenant réserviste des Forces canadiennes. Je suis également le président sortant de l'Association de circonscription de Port-Neuf-Jacques-Cartier. Donc, j'ai pris la présidence en 2013, je suis devenu candidat en 2014 et aujourd'hui, je suis devant vous. Et surtout, je suis père de famille depuis maintenant 10 jours précisément. Ce sont deux belles aventures qui se font en parallèle, la paternité et la campagne électorale.
Pourquoi je me lance en politique? Pour faire les choses différemment, oui, Régent l'a mentionné. Pour faire les choses différemment, pour en faire plus, pour faire mieux, mais aussi pour travailler en équipe. Ça peut paraître cliché, mais ça fait 1 an et demi que je suis sur le terrain. Puis tous les autres candidats libéraux de la région de Québec, je les connais. Puis je me suis rendu compte que pour faire du bon travail, bien, il faut travailler en équipe. C'est la même logique que j'ai appliquée quand est venu le temps de faire mon équipe de campagne. Je suis très content, les gens de l'équipe, que vous soyez ici avec moi ce matin. Merci beaucoup, beaucoup pour votre travail acharné. C'est comme ça qu'on va gagner. Puis merci de m'avoir permis de passer un petit peu de temps en famille au cours des dernières semaines. C'est très apprécié. Je vous l'ai dit, Portneuf-Jacques-Cartier, pour moi, c'est là où j'habite, c'est là où je travaille, c'est là où ma conjointe Émilie et moi, on a décidé d'élever Juliette. Donc, ça va des étés que j'ai passés à Saint-Raymond quand j'étais plus jeune, à ma résidence à Deschambault, à mon travail de réserviste à Valcartier. Portneuf-Jacques-Cartier, j'ai ça dans le sang. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de moi, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'on aimerait faire au Parti libéral pour Portneuf-Jacques-Cartier. Pas juste vous présenter ce qu'on a dans notre plan, mais vous présenter qu'est-ce qu'on a dans notre plan qui est pertinent pour Portneuf-Jacques-Cartier. Puis vous allez voir que ça s'arrime à certains endroits avec les raisons pour lesquelles je fais de la politique. Le premier point dont je veux vous parler, c'est l'attention toute particulière qu'on veut apporter à la classe moyenne. Au-delà des définitions qui varient d'un endroit à l'autre, la classe moyenne, c'est qui? C'est monsieur et madame tout le monde. Moi, si je fais de la politique, c'est pour monsieur et madame tout le monde, c'est pour la majorité, c'est pour le bien de la majorité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour donner une chance aux gens de la classe moyenne qui, plusieurs l'admettent, n'ont pas eu de réelle hausse de salaire depuis les années 80? Ce qui fait en sorte que les gens de la classe moyenne tirent le diable par la queue. Puis même s'il y a des gens qui travaillent très fort pour accéder à la classe moyenne, il y a certaines personnes qui n'y parviennent pas. Donc nous, ce qu'on veut faire en premier lieu, c'est faire en sorte que la classe moyenne paye moins d'impôts. C'est majeur. On veut que les gens de la classe moyenne payent moins d'impôts. Concrètement, ça se décline comment? On va baisser le taux d'imposition entre 44 000 $ et 89 000 $. Autrement dit, tous ceux qui font entre 44 000 $ et 89 000 $ vont se trouver à payer 7 % moins d'impôts. C'est majeur. Comment fait-on pour financer cet engagement-là? Parce que c'est beaucoup d'argent, là. Il y a beaucoup de gens dans Portneuf-Jacques-Cartier qui gagnent entre 44 000 et 89 000 $ puis qui vont être contents de payer 7 % moins d'impôts. Encore faut-il trouver l'argent pour financer ça. Alors, ce qu'on va faire pour financer ça, c'est qu'on va éliminer certains changements qui ont été apportés au dernier budget fédéral qui favorisent manifestement les plus riches. Je vais en nommer 2. On va se trouver à ramener le plafond du CELI à 5 500 $. Vous vous souvenez que le plafond du CELI avait été augmenté à 10 000 $. Et on va également éliminer le fractionnement du revenu, sauf pour les aînés. Il y a eu un petit peu de désinformation là-dessus, puis c'est important pour moi de mettre les pendules à l'heure. Il n'est pas question qu'on touche au fractionnement du revenu pour les aînés. Du tout, du tout, du tout. Si on revient un petit peu sur le plafond du CELI, je peux vous raconter une anecdote. Quand je parle aux gens de cette mesure-là, les gens sont heureux, les gens me demandent d'où va venir l'argent. Quand je leur parle du CELI, souvent ils me disent « c'est quoi le CELI? » Puis il ne faut pas juger ça. Je leur explique à ce moment-là c'est quoi le CELI. Mais en même temps, je me rends compte que si ces gens-là ne savent pas c'est quoi, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas d'argent dans leur CELI. Donc ça me ramène un peu sur le plancher des vaches. Puis ça m'a fait réaliser à plusieurs reprises à quel point cet engagement-là, de baisser l'impôt de la classe moyenne, c'est important. Le deuxième point de cette mesure-là, qui vise à aider la classe moyenne et à aider également les familles, c'est ce qu'on appelle l'allocation canadienne aux enfants. L'allocation canadienne aux enfants, c'est bien différent des chèques que les familles ont reçus un petit peu plus tôt cet été. Les chèques que les familles ont reçus un petit peu plus tôt cet été, il y avait un élastique dessus. Parce que ces chèques-là, ces montants-là sont imposables. Donc, notre allocation canadienne aux enfants ne sera pas imposable. Vous l'aurez deviné. 9 familles sur 10 auront plus d'argent avec l'allocation canadienne aux enfants qu'avec le plan actuel.
ça aussi, c'est majeur. Donc, si vous avez des enfants, il y a 9 chances sur 10 que vous ayez plus d'argent avec notre plan. Cet argent-là, quand vous allez la recevoir, c'est de l'argent qui est non imposable. Donc, vous la recevez, vous en faites ce que vous voulez. Puis, dans le concret, ça veut dire qu'à l'échelle nationale, on va sortir 315 000 enfants de la pauvreté en faisant ça. Ça, c'est un chiffre que j'ai entendu avant d'être papa. Puis maintenant que je suis papa, ce chiffre-là, il y a une toute autre dimension pour moi. Dans Port-Neuf, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 enfants qui sortiraient de la pauvreté. 1000 enfants qui sortent de la pauvreté dans Port-Neuf-Jacques-Cartier, pour moi, c'est quelque chose dont je suis très fier. C'est probablement ce dont je suis le plus fier de mettre de l'avant. « 1000 enfants qui sortent de la pauvreté dans Port-Neuf-Jacques-Cartier, ça me rend heureux. Le deuxième point dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est un point qui est un petit peu moins émotif, plus technique. C'est le développement économique. Je tiens à dire développement économique régional et développement économique régional en partenariat. Pourquoi développement économique régional? Parce que Port-Neuf-Jacques-Cartier, on est en région, on est en périphérie de la capitale nationale, et c'est important qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans les régions. Pourquoi en partenariat? Parce que ce sont les municipalités qui savent le mieux comment investir leur argent, c'est sûr et certain. Donc, c'est à eux qu'il faut demander ce qu'ils veulent faire, puis les aider à financer leurs projets. Il n'y a personne à Ottawa qui peut comprendre aussi bien les réalités que quelqu'un à Donnacona. C'est pas vrai. Tout ça doit se faire en partenariat aussi parce qu'il faut respecter les différentes compétences. C'est pas notre intention de s'immiscer dans les compétences provinciales, loin de là, ni de nous immiscer dans les compétences municipales. Ce qu'on veut, c'est avoir de la rétroaction, on veut avoir des informations qui viennent du terrain pour être un partenaire de ces projets-là. Petite statistique intéressante qui revient à chaque année lorsque Justin Trudeau va faire son discours à la Fédération canadienne des municipalités. 60% des infrastructures sont municipales et les municipalités n'ont que 8% des revenus fiscaux pour les réparer, les entretenir, les construire. C'est pas acceptable. Il faut augmenter le financement, entre autres aux municipalités, pour qu'elles puissent construire, entretenir et réparer leurs infrastructures. Pour ce faire, le Parti libéral va mettre de l'avant le programme d'investissement le plus audacieux de l'histoire du pays. C'est le plus gros investissement fédéral de l'histoire du pays. 125 milliards sur 10 ans. C'est doubler le montant qui est actuellement alloué aux infrastructures. Sur ce 125 milliards, 20 milliards seront consacrés pour les technologies vertes. Technologie verte, ça peut vouloir dire un certain nombre de choses. Ça peut vouloir dire, oui, l'électrification des transports. Je pense que les gens m'en parlent beaucoup. Ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut aussi vouloir dire des raccordements à des systèmes d'égouts pour protéger nos sources d'eau potable. En disant ça, ça me fait penser à Stoneham. Ça peut aussi être des raccordements à des réseaux pluviaux pour éviter des inondations lorsque des pluies diluviennes ou des événements météorologiques exceptionnels. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à Port-Neuf. Et c'est sûr et certain que je pense aux riverains de la Sainte-Anne et aux habitants de Saint-Raymond quand je pense aux infrastructures vertes, lorsque je pense aux digues et aux barrages qui doivent être construits en raison des changements climatiques. Donc, voyez-vous, ces investissements-là, on veut les faire de façon intelligente, on veut les faire en partenariat avec les autres paliers de gouvernement. Puis, lorsqu'on parle de technologie verte, on voit que dans le concret, là, ça va servir les gens, c'est pas du pelletage de nuages. C'est ce que j'avais à dire à propos du développement économique. Dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est un point qui nous touche beaucoup dans Port-Neuf-Jacques-Cartier, plus précisément à Port-Neuf, dans Port-Neuf et à Saint-Augustin-des-Maures. C'est un sujet dont j'entends parler depuis 1 an et demi sur le terrain. C'est un sujet qui me préoccupe. C'est également un sujet dont je n'ai pas entendu parler depuis le début de la campagne électorale dans Port-Neuf-Jacques-Cartier, donc je vais me permettre, moi, de me lancer, là. Puis on va parler de l'oléoduc, si ça ne vous dérange pas, quelques minutes.
Donc, le Léoduc Énergie Est, ce que c'est, c'est un oléoduc qui se trouverait à passer à travers les villes de Portneuf qui sont le long du fleuve Saint-Laurent et à Saint-Augustin-de-Desmaures. Quelle est notre position face à l'oléoduc? Je peux vous en parler parce que ça fait longtemps qu'on y pense. Au Parti libéral, on est en faveur de l'exportation des matières premières. Ça, c'est important de garder ça en tête. Cela dit, comment faut-il exporter les matières premières? Est-ce qu'on le fait par train? Est-ce qu'on le fait par bateau? Il y a des risques, on l'a vu. Le mandat du gouvernement fédéral dans tout ça, c'est d'assurer la sécurité des gens, avant toute chose. Et j'ajouterais d'assurer la sécurité de l'environnement aussi, pour nos générations futures. Ma position en tant que candidat libéral dans Portneuf-Jacques-Cartier sur l'oléoduc est la suivante. Je demeure à Deschambault. Dans son tracé actuel, qui est un tracé tentatif, l'oléoduc passerait entre la prise d'eau de la municipalité et chez moi. J'ai un bébé de 10 jours dans les bras. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprendrez que ça me touche personnellement. Professionnellement, maintenant, je suis ingénieur, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais plus spécifiquement ingénieur métallurgiste. C'est là-dedans que j'ai étudié, à l'Université Laval. Puis un oléoduc, si on ramène ça à sa forme la plus simple, c'est un gros tuyau en métal. Donc je pense, en toute humilité, qu'il n'y a personne qui peut me raconter des histoires au sujet de l'oléoduc. Ni les gens qui sont pour, ni les gens qui sont contre. Quand les gens vont me parler de l'oléoduc, puis quand je vais aller chercher des renseignements au sujet de l'oléoduc, je vais être capable de faire la part des choses, puis je vais être capable d'être le chien de garde des gens de Portneuf et le chien de garde des gens de Saint-Augustin. Justin l'a dit à son dernier passage, à un de ses derniers passages à Québec, que dans ce dossier-là, l'acceptabilité sociale n'était pas encore acquise. Puis je m'excuse de l'anglicisme, là, mais c'est un must. L'acceptabilité sociale dans le dossier de l'oléoduc est un must. Pourquoi? Parce que les gouvernements donnent les permis, mais c'est les communautés qui donnent les permissions. Si les communautés ne donnent pas leur permission, les gouvernements ne doivent pas donner de permis. Moi, mon mandat en tant que député, ça va être d'être à l'écoute de la population, d'être capable de faire la part des choses. Donc, comme vous voyez, je pense qu'on a la meilleure équipe pour défendre les intérêts des gens de Portneuf-Jacques-Cartier dans ce dossier-là. En résumé, je vous ai parlé un petit peu de moi, mais je vous ai surtout parlé de ce qu'on a l'intention de faire, pourquoi et pour qui. On a dit qu'on veut travailler pour la classe moyenne. On veut travailler pour les enfants, respectivement en baissant les impôts de la classe moyenne et en donnant une allocation aux enfants plus généreuse et surtout non imposable. On veut investir comme jamais dans notre développement économique, créer des emplois pendant qu'on est en récession. C'est pas le temps de tomber dans l'austérité. Les taux d'intérêt sont bas, il faut investir dans notre déficit d'infrastructures, puis il faut investir dans notre main-d'œuvre. Comment, moi, en tant que député, je compte faire les choses différemment? En résumé, la reddition de comptes. Je sollicite aujourd'hui la confiance des gens de Portneuf-Jacques-Cartier. Et si les gens m'accordent leur confiance, je vais leur devoir quelque chose. Et ce devoir-là, c'est le devoir de leur rendre des comptes. Ça va se décliner de 3 façons. La première, en tant que député, mon agenda va être ouvert. Les gens vont savoir ce que je fais, quand je le fais et où je le fais. Il va y avoir des périodes ouvertes sur mon agenda, bien sûr, pour que les gens puissent me rencontrer. Mais en plus de ça, les gens vont savoir en tout temps ce que je fais. Ça, c'est de la transparence. Ça, c'est la façon libérale de faire les choses en 2015. Je veux également avoir des rencontres biannuelles avec les responsables des 2 MRC et avec l'administration municipale de Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est la moindre des choses. Justin a promis de rencontrer les premiers ministres des provinces à toutes les années. Ça aussi, je trouve que c'est la moindre des choses. Si on veut travailler en équipe, il faut qu'on se parle. Et finalement, je promets de répondre à toutes les questions qui me sont posées, surtout celles qui sont posées par les citoyens. Autrement dit, quelqu'un qui envoie un courriel, quelqu'un qui m'appelle,
quelqu'un qui envoie une lettre, ça ne tombera pas dans l'oubli, il y aura une réponse. Ça peut sembler la base, là, mais ça a l'air que ça ne se fait pas tout le temps, puis pour moi, c'est important. Il n'est pas question que ça ne se fasse pas. Avant de passer aux questions, je veux juste vous dire que je suis David Gauvin et je vais faire les choses différemment. Merci. C'est loin, oui. Pour bien comprendre le fractionnement du revenu, là, en quoi c'est différent pour les aînés? Je l'imagine, là, mais j'aimerais ça. En quoi c'est différent? Pourquoi on le maintient pour les aînés? C'est que souvent, les revenus de pension sont inégaux. Puis, au même titre où les revenus de tout un chacun peuvent être inégaux, si on élimine le fractionnement du revenu qui est existant pour les aînés, ça va placer beaucoup de couples aînés dans des situations de pauvreté. Donc, c'est aussi simple que ça. Cette mesure-là existe. En aucun cas, on va inverser cette mesure-là parce qu'il n'est pas question que les aînés ne puissent pas profiter du fractionnement du revenu. On veut pas que ces gens-là tombent dans la pauvreté, là. Pardon? Ça leur permet de payer moins d'impôts. Oui, exactement. Le fractionnement du revenu en gros, c'est si un des deux conjoints fait plus d'argent que l'autre, ils peuvent séparer le revenu familial pour bénéficier de taux d'imposition plus avantageux. Ça fait beaucoup de bon sens pour les gens qui touchent une pension. Ça fait beaucoup de bon sens pour les gens qui touchent une pension. Ça fait beaucoup moins de bon sens pour les gens qui ne touchent pas de pension, où là, les chiffres le démontrent, c'est vraiment une mesure qui sert presque exclusivement aux riches. C'est une très bonne question, puis j'en profiterai pour dire d'ailleurs que notre position par rapport aux aînés, c'est de ramener l'âge de la retraite à 65 ans aussi. Parce que, puis ça, on en reparlera plus tard, là. On va avoir d'autres annonces par rapport aux aînés. Et puisque vous posez la question, je ne peux pas m'empêcher de le dire, de faire passer l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui vont se retrouver entre 65 et 67 ans sur l'aide sociale. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu travailles toute ta vie, tu prends ta retraite, 2 années d'aide sociale avant de toucher ta pension. C'est pas raisonnable, là. Les gens ont travaillé trop fort pour ça. Oui. En fait, c'est une extrapolation des données nationales. C'est même pas le parti qui a sorti ces statistiques-là. Lorsqu'on a présenté le plan d'allocation canadienne aux enfants, qui bénéficie à 9 familles sur 10, les chiffres ont été analysés par certains journalistes, certains économistes surtout. Puis ce sont les économistes qui sont arrivés à cette figure-là, que 315 000 enfants, sous ce plan-là, du jour au lendemain, qui se trouveraient à quitter, à passer par-dessus le seuil de la pauvreté. En ce qui concerne les chiffres, le seuil exact, je vous avouerai que je n'ai pas la réponse présentement, mais je pourrais vous revenir avec les chiffres, avec plaisir. Parce que la pauvreté, c'est exclusivement financier. Dans ce cas-ci, c'est du propos d'économiste, là, oui. Moi, j'ai une question sur l'oléoduc. C'est Oui. Finalement, vous laissez la réponse aux citoyens. Le parti va être l'intermédiaire pour défendre ce que la population pense, mais vous ne prenez pas position. Est-ce que je comprends ça? Bien, c'est que présentement, on manque d'informations pour prendre position. Le tracé étant tentatif, nous, une autre chose qu'on tient à faire, c'est redonner une voix aux scientifiques, redonner une voix aux ingénieurs, redonner une voix à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, redonner une voix à l'Office national de l'énergie. Si on fait juste regarder l'OCE puis l'ONE, il y a eu des coupes dans ces organismes-là au cours des 10 dernières années qui font en sorte qu'aujourd'hui, ce sont presque devenus des coquilles vides. Donc, on ne peut pas se fier à ça présentement pour avoir une vision objective des choses. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est prendre les renseignements, mettre ça dans les mains des professionnels, des spécialistes. Tout à l'heure, je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je ne suis pas un spécialiste des oléoducs. Ça donne que je suis ingénieur métallurgiste. C'est juste comme ça. Puis moi, la raison pour laquelle ça me met à l'aise de parler de ce dossier-là, c'est que l'aspect humain est très, très important, mais l'aspect technique aussi est très, très important. Parce que c'est un dossier sur lequel ça se peut qu'il y ait de la désinformation. Donc, moi, ce que je veux, c'est faire la part des choses,
Puis avant tout, assurer la sécurité des gens. Est-ce que les gens vous en parlent? Les gens vous parlent de quoi, principalement, leur préoccupation? Bien, la raison pour laquelle on a abordé ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui revient souvent. OK. C'est sûr que c'est un sujet qui revient plus souvent dans Port-Neuf et à Saint-Augustin que dans la Jacques-Cartier. Mais c'est un enjeu dont j'entends parler souvent. Puis je pense que ça va être un enjeu électoral aussi. Je pense que les gens vont choisir leurs députés, pas exclusivement sur cet enjeu-là, mais ils vont vouloir un député qui est capable d'assurer la sécurité des gens, mais aussi qui comprend l'importance d'une acceptabilité sociale. Comme j'ai dit, c'est le gouvernement qui donne les permis, mais c'est les communautés qui donnent les permissions. On est esclave du pétrole de toute façon. Quels moyens meilleurs pour le transporter? C'est la question qu'on cherche à résoudre. On a vu que le train, ça peut être assez dangereux. Bien, ultimement, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est limiter notre dépendance aux hydrocarbures et réduire notre empreinte environnementale, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans tout ce que je fais au quotidien, puis dans mon travail, c'est un petit peu ça qui me drive. Je vais répéter, là, réduire notre dépendance aux hydrocarbures, puis réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'objectif de tout un chacun aujourd'hui. Votre point est très bon. Oui, aujourd'hui, on a certaines dépendances. Puis comme vous avez dit, il y a différentes façons de transporter. Il faut toujours garder en tête l'aspect sécurité. Puis il faut s'assurer que, peu importe ce qu'on fait, on le fasse de la meilleure façon possible. Si c'est du transport ferroviaire, il faut le faire dans les meilleures normes possibles. Si c'est du transport maritime, il faut le faire dans les meilleures normes possibles. Puis la même chose pour le transport par oléoduc, s'il y en a. Quand vous parlez d'acceptabilité sociale, quel processus vous privilégiez justement pour savoir, pour connaître l'opinion des gens par référendum? Bien, spontanément, on a vu beaucoup de sessions d'information qui ont été faites, autant par les promoteurs que par les opposants. Puis je tiens à faire la part des choses ici. Le rôle du gouvernement fédéral n'est pas de faire la promotion de ce projet-là, là, du tout. Ni non plus de le détruire sans bonne raison. Il appartient à l'Office national de l'énergie, une fois bien financé, une fois bien outillé pour prendre une décision, de regarder si c'est un bon projet ou pas un bon projet. Mais pour les gens de Port-Neuf-Jacques-Cartier, les gens que moi, je veux représenter à Ottawa, ces gens-là, je pense que présentement, avec les sessions d'information qui se font, puis les discussions locales qui ont cours présentement, juste d'assister à ces réunions-là, puis d'écouter les doléances des gens, étant donné que le tracé n'est pas définitif, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Puis on le sait qu'on n'arrivera pas à une unanimité. Les grands projets nationaux ne peuvent pas dépendre, malheureusement, d'une unanimité, parce qu'à ce moment-là, il s'agirait d'une personne pour que ça ne fonctionne pas. Mais il faut à tout le moins qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Puis ça se sent, ça se sait. Puis Justin l'a bien dit, présentement, l'acceptabilité sociale, elle n'est pas là. Puis moi, sur le terrain, c'est également ce que je sens. Là, vous voyez le vent libéral qui se lève. Je vais faire le gag classique, là, que la météo est de compétence fédérale. Là. Moi, j'ai une question, c'est pas par rapport à ce dont vous avez parlé, c'est par rapport au fait que le Parti libéral augmente dans les sondages. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous sentez ce mouvement-là comme le vent, là? Ben, je vais reprendre la formule commune. Là. Le vrai sondage, c'est le 19 octobre. Puis, il reste beaucoup de temps d'ici au 19 octobre. On est à mi-chemin dans la campagne. On a beaucoup de travail devant nous. Puis on a surtout beaucoup de messages à livrer encore. C'est loin d'être la dernière fois qu'on se voit là, ce matin. Il y aura d'autres circonstances, d'autres endroits. Là. Mais des annonces, on en a jusqu'au 19 octobre. Puis, je pense que les gens vont apprécier ces annonces-là. Puis moi, je fais confiance aux électeurs. Je fais confiance aux électeurs. Puis je suis vraiment convaincu qu'on a la meilleure équipe. Puis je suis convaincu que d'ici au 19 octobre, on va avoir l'occasion de faire comprendre aux gens qu'on a des bonnes idées. Puis c'est ça, le vrai sondage, c'est le 19 octobre. Entre-temps, il y aura aussi d'autres séances de questions comme ça. Il y aura aussi des débats, des tables rondes. Régent l'a mentionné, je me permets de le répéter.
moi, les débats, je les accepte tous d'avance, là. Plus il y en a, mieux c'est. Même chose pour les sessions de questions. Si vous voulez venir nous voir, venez nous voir. Cette semaine, ça a été beaucoup l'assurance emploi. Oui, effectivement. Effectivement. Comme les mesures, par exemple, qui concernent les saisonniers, là, ça implique beaucoup de monde, ça, Ça implique pas mal de gens dans le pont Neuf-Jacques-Cartier. Je vous dirais que ça va être le point, un point qui va être abordé ultérieurement. Oui, pour l'aborder vraiment en profondeur, parce que oui, on a une position sur l'assurance emploi qui, je pense, mérite d'être bien expliquée aux gens. On le fera ultérieurement, par contre. vous dites, vous l'appelez Justin, et puis on entend M. Trudeau lui-même, dans ses publicités, dire « Je suis prêt ». Donc, vous avez un peu repris à votre avantage les choses qu'on faisait du côté... Bien, c'est un... Je pense que c'est un état d'esprit. Si j'étais tout seul dans mon coin, je ne serais pas prêt. Je suis prêt à cause des personnes qui m'entourent, surtout. Je suis prêt à cause de l'équipe de candidats de la région de Québec, avec qui je travaille bien. Puis je suis prêt aussi à cause de, oui, mon chef, Justin Trudeau, avec qui j'ai une excellente relation personnelle, avec qui j'ai une excellente relation professionnelle aussi. C'est pas compliqué, il donne l'exemple.